Alors, normalement, Caroline, je t'ai ajouté. Tu devrais avoir reçu l'invitation. Ah, super. Génial. Est-ce que tu m'entends bien? Hop. Oui, je t'entends, Ça bonjour. va? Ouais, ça va et toi? Ça va super. Faut que je me cale. Alors, je ne sais pas si tout le monde nous entend bien, si on peut avoir un message qui nous confirme bien que vous nous entendez, que vous nous voyez bien, pour qu'on puisse commencer ça convenablement. Juste un petit oui pour nous dire que vous nous entendez bien. Alors, on entend bien. Super. OK, impeccable. Donc, alors, l'idée de ce live, c'est de pouvoir un peu parler de ta matière à toi, Caroline. C'est une matière que moi, je ne maîtrise pas, mais pour autant qui m'intéresse grandement et qui, je pense, intéresse bon nombre d'entre nous. La psychogénéalogie, je le prononce bien ce coup-ci, tu vois. Bah, c'était pas J'aimerais d'abord, évident ce matin parce que Caroline de Rumini, psychoanalyse clinicienne, psychogénéalogie, ça faisait beaucoup de ps. ça faisait beaucoup en effet. L'idée, c'est que tu puisses expliquer ce que tu fais, ce que tu proposes comme type aussi d'accompagnement, en quoi c'est intéressant de travailler cet axe-là. J'aimerais d'abord que toi, tu te présentes. Moi, j'ai donné des grandes lignes ce matin, mais je voudrais que tu présentes un peu ta spécialité et ce que tu proposes et en quoi ça peut être utile. Je te laisse donc te présenter pour tout le monde. Merci Nadia. Alors ben moi je suis Caroline de Rumini, psychoanalyste clinicienne spécialisée en psychogénéalogie, en hypnose ericksonienne et en PNL. Je fais aussi les ateliers bébé senior pour apprendre à l'enfant à s'exprimer avant qu'il ait la possibilité de parler. Pourquoi est-ce que sur mon Insta, je fais exclusivement de la psychogénéalogie? Eh bien pour, on va dire, cloisonner quelque chose et ne parler que d'une spécialité. Mais je travaille en cabinet libéral dans une maison de santé dans les Hautes-Alpes. Et sinon, en fait, on parlerait de tout et de rien et on s'y perdrait. Et c'est important, en fait, d'avoir sur les réseaux une casquette où on peut nous repérer, on va dire. Et puis la psychogénéalogie, c'est vraiment mon dada. C'est que même si je fais des consultations classiques de thérapie individuelle dans un cadre tout à fait normal, j'aime avoir ce prisme de vision qui est toujours présent, puisque du coup, on va partir de l'arbre généalogique de la personne, donc son système familial, et tout simplement le milieu affectif dans lequel il a grandi. Donc, dans un premier temps, en fait, j'ai vu passer la petite question, qu'est-ce que c'est que la psychogénéalogie? En Oui, fait, ça va être allier la psychologie à la psychanalyse avec un support d'arbre généalogique où on va pouvoir venir travailler les liens transgénérationnels. Donc le transgénérationnel, c'est ce qui se passe, on va dire, dans l'ordre du vivant, du système familial. Et le psychogénéalogique, c'est beaucoup plus dans quelque chose qui va travailler sur l'inconscient familial. Donc c'est dans les sphères plus hautes. On va dire que le transgénérationnel, ça va être l'enfant, le parent, les grands-parents. Parfois les arrière-grands-parents quand ils sont encore vivants ou quand ils sont, on va dire, présents dans la parole familiale, dans la cellule familiale. Mais ensuite, la psychogénéalogie va venir travailler sur 3, 4, 5 générations, parfois plus. Et on va parler du coup en psychanalyse de l'inconscient familial. Alors, c'est important de bien mettre le support directement. C'est qu'on va avoir un inconscient familial, on va avoir un inconscient, enfin, pardon, on va avoir un inconscient collectif, familial et individuel. L'inconscient collectif, c'est tout ce qui nous entoure aujourd'hui et qui vont nous faire sens de manière commune à tous, aussi bien à toi qu'à moi, par exemple des pictogrammes comme le serpent entouré d'une croix pour la pharmacie, comme la colombe pour la paix, comme ces symboles, on va dire, très globaux, généraux, où là, ça va être l'inconscient collectif, pour général éviter à de perdre chacun. un peu tout le monde et essayer de recentrer, que ça soit de manière très simple C'est ça, pour distinguer généalogie, psychogénéalogie et transgénérationnelle. En gros, la généalogie, c'est l'arbre généalogique que l'on a, tout simplement. tout simplement. Le transgénérationnel, c'est vraiment ce qu'on est capable d'avoir eu en contact, c'est-à-dire parents, grands-parents, arrière-grands-parents.
Donc, c'est ce qu'on a pu entendre ou percevoir, en tout cas directement. Et la psychogénéalogie, ça prend vraiment l'ensemble du patrimoine familial, c'est-à-dire même potentiellement, on travaille sur la partie inconsciente de choses et de schémas qu'on n'aurait peut-être même pas connus, entendus ou eu connaissance, mais qu'en lien avec notre histoire familiale, c'est ça un peu? Exactement, en lien avec notre histoire familiale, soit d'un point de vue cellulaire, parce que quand on est de deux parents qui naissent de deux parents qui naissent de deux parents, et qu'au niveau génétique, il y a l'épigénétique et l'ADN qui se transmet. On a le microchimérisme au niveau très scientifique, au niveau de la mère, avec soi-même quand la mère nous porte. Et on va avoir ce qui va être de l'ordre de l'inconscient familial, où en fait de génération en génération, on va venir répéter, et là c'est là le thème de ton sujet, du live, répéter certaines choses qui fait que on va venir tracer comme ça une histoire. Il n'y a absolument rien de divinatoire, d'ésotérique, de mystique. On va venir travailler vraiment l'inconscient familial qui vient montrer que par le choix, par exemple, le plus gros, c'est des prénoms. Le plus gros facilement à comprendre, c'est les prénoms, parce que dans le choix d'un prénom vient transporter énormément de désirs parentaux derrière le choix d'un prénom. Et du coup, ça vient exprimer la position dans laquelle le parent se trouve à ce moment-là. Donc même une arrière-arrière grand-mère ou grand-père que l'on n'a pas connu, on peut essayer de déceler l'intérêt qu'il y a autour de ce choix, en tout cas, et cette parole, ce secret qu'il y a autour de ça. En gros, le schéma familial et la répétition du schéma familial, qu'est-ce que pour toi, en fait, une répétition de schéma familial? Parce que souvent, en fait, quand on dit ça, tu sais, c'est un peu un terme qui est passé de manière générique dans la société, on s'est tout de suite connoté négativement. En gros, répéter le schéma familial, c'est un peu répéter la malédiction qui entraîne toute la famille. Alors que je pense, et tu vas me dire si on tombe d'accord, qu'une répétition de schéma familial, c'est pas toujours que négatif, et c'est juste le fait de répéter quelque chose. Je te laisse peut-être expliquer aussi ce qu'est une répétition de schéma familial. Tout à fait. Alors, faut savoir que les répétitions de schémas familiaux, c'est vraiment un processus par lequel la personne va répéter les choses soit apprises, soit vues, soit vécues. Et ça va être une manière, des schémas répétitifs qui vont être des manières de penser, de ressentir ou de se comporter. Tout ça, c'est uniquement pour maintenir un lien. Donc ça ne lui appartient pas directement, elle se l'approprie. Elle se l'approprie. Ça, je crois que c'est important de comprendre ça, parce que tu vois, c'est un peu la clé. C'est-à-dire que finalement, souvent, quand on s'approprie les choses, on ne se retrouve pas aussi dans ces répétitions de schémas familiaux. Tu vois? Tout à fait. On se dit, mais je comprends pas. Souvent, tu vois, en consultation, moi, j'ai des personnes, je suis comme ma mère, je fais comme ma mère, ou je fais comme telle personne de ma famille. Comme si finalement, c'était presque involontaire et on voudrait s'en défaire parce que ça ne nous appartient pas. Donc, ça voudrait dire qu'on l'attrape, en fait. Alors, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inné l'acquis, un petit peu la limite est fine, parce que justement, elle a tellement été apprise, vue ou vécue que ça nous a collé. Généralement, les schémas répétitifs familiaux, le tout premier auquel on pense, ça va être le couple. On voit nos parents comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, moi, j'aime bien expliquer, aussi bien en cabinet classique qu'en psychogénéalogie, qu'il y a vraiment trois étapes de vie, où on va être dans la reproduction, on va reproduire, renier et réparer. Et ça, on le voit, psychogénéalogie ou pas, on voit bien que dans le cycle de la vie, quand on est enfant, on va être vachement dans la reproduction. Est-ce que c'est ça que, tu sais, il y a un mot qui est souvent utilisé de dette familiale. Oui. Est-ce que c'est ça, la dette familiale? Alors, on n'y est pas encore. Là, on n'y est pas encore. Dans la dette familiale, c'est encore un autre sujet. Là, dans les schémas, on va être dans, comme je te dis, tu as vraiment trois étapes dans le cycle de ta vie. Quand tu es enfant, tu vas être dans la reproduction, tu vas mimétiser un petit peu tes parents, parce que du coup, tu as cet exemple-là et puis tu les portes un peu sur un piédestal. Je fais des généralités, mais c'est pour expliquer un peu. Ensuite, on va avoir toute la période adolescence où tu as toujours mieux compris que tout le monde. Et du coup, tu vas être dans le côté où je renie, je jette en pâture tout ce que j'ai appris. Et moi, je vais faire complètement autrement et surtout ne pas vous écouter. Je vais trouver mon identité.
Exactement. Et ensuite, une fois que tu es adulte, passé 25 ans, on va dire, 25-30 ans, tu vas venir réparer. Tu vas te dire, OK, mes parents, ben, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, avec la personnalité que j'avais aussi. Je vais construire moi-même ma famille et je vais essayer peut-être de prendre de eux et arriver peut-être à faire D'ailleurs, mieux. c'est Donc, souvent dans cette tranche d'âge où les gens arrivent dans les cabinets. exactement. Parce qu'on veut voir ce que l'on ne veut pas reproduire C'est ça. comme schéma familiaux, mais on a quand même notre bagage de j'ai été éduquée dans ce terreau-là, tu vois. Et quand tu parles de dette familiale, moi je parle, enfin oui, il y a vraiment ce mot-là, mais ça connote vraiment quelque chose de péjoratif. Sache que si on est dans ce schéma répétitif, on va l'être par loyauté, dans l'importance d'appartenir à un clan, que ça soit clanique, en mode j'appartiens, j'existe, je suis donc j'existe. Tu vois, tu as ce côté où tu as un désir d'appartenance comme un nom de famille, c'est un héritage, un patrimoine. Et bien là, si dans la famille on se comporte comme ça, c'est que je leur appartiens. Et ce besoin d'appartenance, il naît dès le début de notre vie, quand on vient au monde. Et ça, je l'explique assez souvent à mes patients. C'est que quand on est, nous, êtres vivants et êtres humains, on va naître immature par rapport à des êtres vivants comme les chiens, les chats, les moutons, les éléphants. Qu'est-ce que j'entends par immature? C'est qu'un bébé, quand il naît, il est en mode tortue. Si on ne vient pas le chercher pour le mettre au sein ou pour lui donner un biberon, il meurt. Bien sûr. On est les premiers êtres vivants à mourir tout seuls. Donc, on engramme dans notre cerveau, si on ne m'aime pas, si on ne me porte pas, mais aussi bien porté psychiquement. En gros, il y a une expression comme ça, tu sais, qui dit sur le lien d'attachement, sur les structures d'attachement. En gros, le lien d'attachement, il se fait du berceau à la tombe. En gros, tu restes attaché à ce lien d'attachement de ta naissance jusqu'à ta mort. Parce qu'on est des êtres d'attachement, l'être humain, l'homme est un être d'attachement. Et c'est ce qui fait qu'on a différentes structures d'attachement et on cherche tout de suite à s'attacher à notre structure familiale. Donc, on est happé aussi par ça. Tu disais tout à l'heure, par rapport justement au fait qu'on attrape les histoires des uns et des autres dans nos familles. Est-ce qu'on attrape les mots? Et ça revient, tu sais, à cette fameuse question que je t'ai posée par rapport au non-dit, etc. Est-ce qu'on attrape... Alors moi, j'ai mon opinion en tant que sophrologue, tu vois, et dans le travail de la gestion des émotions, justement, ou est-ce qu'on attrape les émotions, c'est-à-dire la charge émotionnelle d'une histoire de notre famille? Parce que ça aussi, c'est important. Alors moi, chez les enfants, je suis certaine que c'est la charge émotionnelle qu'ils attrapent et pas les mots. Mais toi, d'un point de vue de psychogénéalogiste, qu'est-ce que pour toi on attrape? Alors, à savoir que les schémas, les schémas répétitifs, ils sont soit relationnels, soit dans la temporalité. Et là, je te rejoins sur les non-dits, la temporalité partagée. La temporalité partagée, c'est la répétition de quelque chose qui va indiquer qu'il y a besoin d'une réparation. Alors là, tu vas me dire, une temporalité, c'est quelque chose de subjectif. Quelque chose qui va être... C'est l'enfant qui n'a pas la même notion de temporalité que nous. C'est ça. Et les choses qui se répètent à la même saison, au même âge, des maladies qui se déclenchent au même moment, tout ça, ça va correspondre encore une fois à ce gros d'inconscient familial pour avoir ce lien d'appartenance. Et souvent, ça souligne qu'il y a besoin d'une réparation, ça souligne qu'il y a une difficulté, qu'il y a un dysfonctionnement. Ça peut être donc un non-dit, ça peut être tout ce qui va être lié à des traumatismes, mais des traumatismes forts comme une faillite, comme un inceste, un viol, un décès soudain, un décès violent, choc. Me vient deux questions du coup, Caroline. Tu dis qu'on répète pour appartenir et pour réparer, en fait. Il y a deux choses. Alors, on répète parce qu'on veut être attaché donc, à notre patrimoine familial. Oui. Et on répète soit pour réparer, soit pour comprendre, peut-être, je ne sais pas. Alors, pour les deux choses, je vais t'expliquer. Et d'une, on répare parce que c'est notre instinct de survie. Ça aussi, j'aime bien l'expliquer, c'est que on a cet effet cathartique. La catharsis, c'est vraiment qu'on on a besoin, en fait, de libérer une émotion. Et là, je pense que ça te parle au niveau de tes compétences de sophrologue. C'est que le besoin cathartique, c'est se libérer de quelque chose qui va nous nuire. L'humain a un besoin de survie perpétuelle et je vais dire même
chaque seconde. Alors sûr. souvent, on va me dire, OK, les personnes qui se suicident, qui en viennent à mettre fin à leur jour. Eh bien, même dans la manière, parce qu'il n'y a pas une manière de se suicider, même dans la manière qu'ils empruntent à mettre fin à leur jour, ils vont venir élaborer une clé de leurs besoins de vie. Un défenestré ne va pas avoir le même symbole que le pendu, que se jeter sous un train, que le noyer. Il y a quand même quelque chose de très symbolique dans l'acte psychanalytique que l'on choisit, comment l'on choisit sa mort. D'accord? Donc, oui, on répare, mais on a besoin aussi d'extérioriser. Et c'est pour ça qu'on va répéter inlassablement, pour que ça nous quitte, en fait. Et tant qu'on n'a pas compris, on va venir le répéter. Alors, c'est rigolo parce que j'en ai parlé cette semaine à une patiente et j'ai pris exemple de ma petite qui a 6 ans et demi, Toscane. Et mercredi dernier, j'ai ressorti ma vieille NES, ma Nintendo. Tu sais, la Nintendo où tu mettais la cartouche et que tu appuyais. Et donc, tu as Mario Bros. Et du coup, à 6 ans, je me suis dit, c'est cool d'apprendre à jouer à Mario Bros. Alors, c'est pas du tout dans l'air du temps, mais on s'en fiche. Et puis, ça lui faisait partager quelque chose que moi, en fait, je faisais pas à son âge parce que j'avais pas 6 ans, mais du coup, enfin voilà, partager un moment de famille. Et du coup, je lui ai expliqué, donc Mario Bros, il n'y a rien de, on va dire, surprenant, il n'y a pas d'effet surprise. Les deux chouettes tombent au même moment, le champignon tombe au même endroit, et c'est très linéaire. Et au début, elle n'y arrivait pas, donc elle s'énervait, elle me disait, mais j'y arrive pas. Et je lui disais, mais regarde, ça tombe toujours au même endroit, au même moment. Là, donc, tu te préviens. Et au bout d'à peu près, on va dire 3/4 d'heure, 1 heure de jeu, elle a réussi à finir le premier monde. Et en fait, elle me dit, mais je suis arrivée. Je dis, bah oui, parce qu'en fait, à chaque fois, il t'arrivait les mêmes choses au même moment et tu as su anticiper. Et dans ma tête, alors je lui ai pas dit à ce moment-là. Les répétitions, schémas sont là pour justement, au fur et à mesure. Du coup, je me suis retrouvée avec ma patiente 2 jours après. Et je lui ai dit, bah tu vois, ça fait un peu ce côté linéaire. On est Elle me disait, mais pourquoi est-ce que ça revient toujours? Parce que là, tu vois, moi, je fais le parallèle avec la préparation mentale que je peux faire avec mes consultants, où justement, on répète plusieurs fois pour anticiper justement l'événement à venir. Tu veux dire que notre manière, en tout cas, de concevoir notre schéma familial, il est là pour ça aussi, pour répéter jusqu'à qu'on arrive à anticiper mieux un événement qui devrait se présenter. Donc, c'est dans ton instinct de survie de ce que tu expliquais tout à l'heure, une manière de nous protéger et protéger notre lignée. Ce serait un peu totalement. Ça, pour que à chaque fois, ça se nettoie un petit peu plus. Pour que du coup, de nos apprentissages, tu vois, quand on ne naît pas homme de Cro-Magnon. On apprend quand même, heureusement, on a évolué, tu vois. Et on apprend de nos apprentissages. Dans l'apprentissage, j'aime bien le mot tissage d'ailleurs, parce qu'on va être vraiment dans cette cascade, non pas traumatique, mais une cascade où on va être dans cette catharsis de on a compris, on a été enseigné et on va pouvoir peut-être mieux anticiper, mieux appréhender. J'aime beaucoup cette philosophie parce que du coup, ça change la perception justement de ce qu'on a quand il nous arrive quelque chose qui est de l'ordre, dans ma famille, il y a déjà eu ça, j'en ai marre, je reproduis la même chose, etc. Où on arrive un peu désespéré, désemparé. En fait, là, ce que tu amènes, c'est que finalement, on vient faire quelque chose presque de bon, en fait, en répétant. Parce que quelque part, on vient presque protéger notre lignée jusqu'à que ça ne se reproduise plus et qu'elle soit quelque part à l'abri de ce type d'événement, en fait. En fait, oui, exactement. En fait, qu'elle soit mise en conscience. Et pour ça, je peux te proposer une belle métaphore pour bien comprendre. Tu prends un noyau d'avocat. Alors, pourquoi le noyau d'avocat? Parce qu'il est assez gros et du coup, c'est comme ça que je l'ai imaginé, d'accord? Tu prends un noyau d'avocat. Tu nais en fait avec ce noyau. Ou alors, la vie te fait avoir un noyau, donc par tes propres traumatismes, et là on ne parle pas de psychogé, ton présent fait aussi que tu peux vivre des traumatismes, d'accord? Donc soit tu nais avec un noyau, soit tu as au fur et à mesure de ta vie et de tes expériences un noyau. Ce noyau, quand tu ne le comprends pas, tu le vis, on va dire, tellement viscéralement et intérieurement qu'il est en toi. Donc un noyau, si tu le mets dans ta bouche, il va être complètement encombrant. Tu ne peux pas bien parler.
Si tu essayes de l'avaler, il va être étouffant. Tu vas avoir un noyau en plein milieu comme ça. Si tu l'as avalé et tu l'as bien intégré, il va être pesant, tu vois. Alors que ton noyau, si tu le prends dans ta main et que tu l'as avec toi et que tu peux le regarder sous différents prismes de vision, c'est ça les répétitions. C'est que généralement, en plus, la vie vient te proposer certaines choses d'un aspect différent, mais que le noyau est le même en fait. Le noyau, ça veut dire le thème de ta répétition est toujours le même. Et on vient te proposer sous différents aspects de ta vie quelque chose pour venir le travailler et l'appréhender sous toutes ses facettes. Et bien ce noyau, si tu l'as dans la main et que tu le gères, je vais dire, tu apprends à le réguler et à t'en saisir et à devenir toi-même acteur de ce noyau, il va pouvoir devenir une belle plante. Tu vas en faire quelque chose. Tu as une action sur lui. C'est pas lui qui a une action sur toi. Et c'est donc acteur de la vie que tu mènes quelque part et donc de ton histoire. Tout à fait. Et je pense que cette métaphore, elle est puissante, elle est assez intéressante. Je l'ai composée il y a le week-end dernier, avant, quand j'étais partie en camping-car avec mes enfants, dans la voiture en camping-car, je pense à plein de choses. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment ça. Et puis, je prends un papier, un crayon, je note un peu tous mes trucs. Et puis, quand j'ai le temps, je fais des réels, mais j'ai pas forcément beaucoup le temps. Mais du coup, je me suis dit, la métaphore du noyau, c'est vraiment ça. Il va être encombrant, étouffant et pesant. Et si tu le prends et que tu le laisses, en fait, fleurir et venir comme il est beau, parce que une répétition de schéma, ça nous aide à se nettoyer, à guérir, à grandir, donc, à élaborer. On pourrait presque dire que l'enfant, quand il vient au monde, il essaiera par la suite de guérir le parent, l'arrière-grand-parent, etc., quand il reprendra les répétitions familiales, en fait. Eh bien, tu sais, alors, comme moi, alors moi, ça m'interroge sur autre chose. Est-ce que quelque part, consciemment ou inconsciemment, parfois on ne donne pas vie aussi pour justement qu'une autre personne vienne au monde pour réparer? Et donc, pareil, ça m'amène à une autre question. Donc, on ne donne pas vie aussi. Bah oui, forcément, ça m'amène aussi une autre, parce que moi, je travaille aussi autour de la maternité, et tu le sais. Donc, la fertilité, c'est quand même quelque chose où c'est assez récurrent. Quand il y a des problèmes de fertilité, en général, on retrouve aussi des problèmes de fertilité chez la mère, chez la tante, etc. Okay. Donc, ça m'amène cette fameuse question, et qui, je suis certaine, doit interroger les personnes aussi qui sont là, parce que il y a forcément dans les personnes qui nous regardent là, au moins une personne qui malheureusement est confrontée à ça. Est-ce que parfois, il est possible qu'on n'arrive pas à donner la vie aussi parce qu'on ne veut pas traiter cette information, parce que justement, il y a quelque chose qui est bloqué de l'ordre du familial? Parce qu'elle doit se traiter. Alors bien sûr, si on enlève les pathologies, oui. Bien sûr. Oui, oui. Évidemment, on enlève les pathologies et tout ce qui est de l'ordre de médical. On n'est pas dans quelque chose d'ésotérique ou quoi que ce soit, on est vraiment dans quelque chose de concret, dans le travail psychologique. Ma vraie question, c'est s'il n'y a pas de pathologie sous-jacente, est-ce que c'est psychique? On est dans le psychique, on est vraiment dans le psychique, et je vais dire, pas forcément qu'on ne doit pas régler, c'est qu'on doit régler la chose autrement. C'est que si psychiquement, ça nous est pas accessible, je ne vais pas dire autorisé, parce que là, on va être sous un autre pan dans la systémie familiale sur l'autorisation que l'on a à venir répondre à un système. C'est plus vraiment quelque chose où on va pouvoir accéder ou pas accéder à une information. Et dans ces cas-là, travailler la psychogénéalogie, c'est très intéressant parce que ça va venir débloquer des inconscients familiaux. Et du coup, là, tu as ton gynéco qui te dit « Mais c'est parce que vous y pensez trop. » Ouais, il est bien mignon, mais quand tu as envie d'avoir un enfant, oui, tu y penses tous les jours en fait. Pourquoi? Parce que tous les 21 jours, tu as tes règles qui reviennent et tu peux pas faire autrement que ne pas y penser. Alors, ils sont bien rigolos de nous dire de ne pas y penser. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui, pour moi, qui suis maman et qui ai eu envie d'avoir un enfant avant d'arriver à avoir un enfant, c'est de l'ordre de la violence que de nous dire de ne pas penser à ça alors que c'est un projet de couple, un projet de vie, c'est quelque chose qui t'anime. Donc, si tu viens le regarder, ce noyau, d'une manière différente et de dire « Ok, je ne l'ai pas à l'intérieur, je le sors et je le regarde sous différentes facettes, dont par exemple la psychogénéalogie, ça peut t'amener à t'en saisir et à devenir l'actrice principale de ce non-dit, ce traumatisme et cette difficulté de ne pas tomber enceinte, par exemple.
Alors, il y a Ombrelle qui dit ne pas vouloir d'enfant à cause de sa propre enfance, ne pas souhaiter faire un enfant pansement pour réparer nos propres blessures ou même reproduire des schémas négatifs. Alors là, je crois pas qu'on est dans la psychogé. Là, pour le coup, on est sur encore autre chose. Ça, c'est On est dans le conscient, en fait. Voilà. Là, on transgénérationnel, est là. dans le conscient. Alors que toi, c'est plutôt l'inconscient. Donc ça, c'est On est plutôt dans un le travail plutôt, voilà. transgénérationnel. Exactement. Là, on est dans la systémie familiale pure et dure, dans le transgénérationnel. C'est mes parents ont fait ça sur moi. Moi, je ne veux pas reproduire. Et quelque part, On on est est dans déjà le acteur transgé. de sa vie. Là, on ne subit pas puisque c'est une volonté de ne pas reproduire. C'est ça. Par contre, Mais ça cette peut être cause, bien sûr opposé avec son souhait profond, bien sûr. tout à fait. Bien sûr. Et cette cause transgénérationnelle, peut-être qu'elle vient prendre la genèse au-dessus dans l'idée de pourquoi est-ce que les parents ont agi comme ça avec l'enfant, qui fait que la cause devient que l'enfant ne veut plus. Est-ce que c'est ça, cette répétition de schéma-là, par contre? Est-ce que les parents répètent un schéma qui vient faire de l'ordre de ne plus reproduire et ne plus comme ça aligner le reste de la famille? Ouais. Alors, du coup, tu as répondu indirectement. Tu sais, la fameuse question, doit-on impérativement s'en libérer? Bah, pas impérativement, mais c'est bien de travailler dessus, je pense, non? Qu'est-ce que tu... Alors, est-ce que c'est impératif? Il n'y a rien d'impératif. Libérer ou le garder, ça appartient à la personne. Je dirais, pour avoir le plus de sagesse, c'est une fois que tu es consciente de l'histoire familiale, tu peux choisir ou ne pas choisir. Et elle est là, la notion de liberté. Tu sais, comme tu me suis, tu m'entends des fois parler quand je dis, par exemple, avec le programme de psychogénéalogie, on va avoir des gros mots comme la libération ou la guérison. C'est des gros mots, pourquoi? Parce que ça vient réduire ce que l'on veut dire en 10 secondes, parce que sur les réseaux, on n'a pas le temps. Oui. Sauf que dans la libération et dans la guérison, il n'y a rien de miraculeux. C'est plus reprendre le libre arbitre de sa vie et de avoir le libre choix, donc la liberté, la libération, de s'en débarrasser ou de le conserver. Et la guérison, c'est exactement ça également. C'est qu'une fois que tu viens prendre conscience du symptôme et de la somatisation qui vient se jouer en toi, tu vas avoir, et déjà le côté neurosciences qui va venir activer une auto-guérison, et puis tu vas avoir le choix de, ok, cette situation, je ne vais pas la traverser de la même manière, et que mon angine, au lieu de durer une semaine, elle va durer 2 ou 3 jours. Mais j'ai besoin de la traverser. Mais la guérison ne va pas être la même, parce que tu vas la faire en conscience. Tu vas comprendre quand la maladie est psychique, hein, on est d'accord, on n'est pas sur le versant médical. Quand la maladie vient être psychosomatique et qu'on va voir le verbe de la maladie, voir de quoi elle provient, on va pouvoir la traiter différemment. C'est pas une magie et hop, on guérit. Non, c'est un processus, un cheminement. C'est pour ça que je dis souvent à mes patients, quand les personnes, elles vous disent en 1 ou 2 séances de psychogénéalogie, ça va aller mieux, fuyez. Oui. C'est un cheminement. Mais pour tout une accompagnement thérapie. thérapeutique, hein, c'est quelque chose qui est avéré aussi en sophro. Hein, c'est les personnes qui viennent et qui commencent un accompagnement en pensant qu'en 1 ou 2 séances, c'est pas possible. C'est pas possible. On pose le décor en Bien 1, sûr. 2, 3 séances. On pose le décor. On apprend à faire cette alliance thérapeutique et savoir la traduction du langage de l'inconscient de la personne et du fonctionnement. Donc, partez en courant dans ces cas-là. Bien sûr. Et ça m'amène justement à... Parce que là, on a parlé beaucoup des adultes, hein, d'accord? Toi, tu travailles aussi maintenant, et tu travaillais déjà de toute façon par d'autres moyens, en tout cas l'enfant et maintenant avec la psychogé. Tu as dit il y a 2 minutes, en gros, qu'il faut avoir la compréhension de ce qui se passe autour de soi, donc de son schéma familial, pour justement mieux l'appréhender. C'est un peu ça ta théorie, et c'est la théorie de toutes les personnes qui travaillent autour de l'enfant. Et on a la volonté justement de les accompagner, parce qu'on sait qu'émotionnellement, ils ne sont pas encore aptes à pouvoir exprimer certaines choses, ils ont des difficultés encore à verbaliser ce qu'ils vivent. Pour autant, tu penses qu'on peut, dès le plus jeune âge, commencer à accompagner l'enfant à comprendre peut-être ce qu'est la généalogie pour l'amener par la suite à mieux décortiquer ce qu'est la psychogénéalogie, en tout cas de ce qu'est la compréhension de tout ce qui s'est joué dans sa sphère familiale, directe ou lointaine en tout cas. Comment tu t'appréhendes ça?
Alors, moi, avant d'être psy, j'étais éducatrice spécialisée. Donc, les enfants, ça fait depuis 97 que je travaille avec l'accompagnement des familles et des enfants. Non, 88. Donc, tu vois, j'étais toute petite encore. Donc, tu vois, moi, j'avais 16-17 ans et j'étais aide éducatrice à cette époque-là en emploi jeune, tu vois. Ça n'existe même plus. Bref. Donc, oui, l'intérêt. Alors, on ne fait pas de la psychogénéalogie avec les enfants. Pourquoi? Parce que on ne met pas en tête à un enfant des liens qui doivent être élaborés psychiquement par un adulte. Un enfant, il a cette innocence et cette candeur de gober tout ce qu'on lui dit. Nous, adultes, qu'il sait avant de parler. C'est ça. L'adulte, on est censé avoir un recul, une remise en question, un œil critique sur ce qu'on va entendre, lire, comprendre. Voilà, on va le travailler. De la psychogénéalogie, on travaille comme ça. Donc, un enfant, on ne vient pas lui mettre, et j'utilise vraiment ce mot-là, à un enfant, on ne vient pas lui imposer ou lui mettre des explications qui nous tiendraient à nous de notre explication et de notre expression. Donc, on va rester sur un support généalogique. Et ça, la généalogie, c'est vraiment un socle éducatif, ludique, pour venir... Qualité, tout ça, ce sont des choses qui sont primordiales puisque du coup, tu vas chercher les informations autour de toi. Donc, tu discutes, tu communiques, tu es relationnel. Oui, déjà. Et même sans aller sur quelque chose où on va chercher ailleurs, tu vas voir que dès 1 an et demi, à peu près, 1 an et demi, 2 ans, on peut faire de la généalogie avec les enfants. On va prendre les poupées encastrables, tu sais, les poupées, les matryoshka, et on va lui dire, voilà, toi, t'es le petit bébé, t'étais dans le ventre de maman, maman, elle était dans le ventre de la grand-mère. Et en fait, il comprend, l'important, en fait, c'est que l'enfant comprenne la structure, la chronologie, pour qu'il y ait un espèce et d'une structure hiérarchique de moi je suis l'enfant, ils sont les parents, ils sont les grands-parents, donc ça revient à mettre aussi l'autorité, et puis ça vient classer le style. Et puis dans les familles, aujourd'hui, 3 familles sur 10 sont recomposées, homoparentales, monoparentales, sont familles d'accueil, familles recueillies, tous les styles, d'accord, de famille. Ça ramène ce qu'on disait au tout début sur les structures, les styles d'attachement. On ne s'est jamais autant intéressé au style d'attachement que depuis qu'il y a tous ces schémas familiaux qui se sont dessinés. Qui se déstructurent, donc on a besoin de se rattacher parce qu'il y a tout qui... On a besoin de comprendre. Exactement. D'où vient notre attachement. Donc venir le poser, en fait, vraiment poser papier, papier-crayon, qui est où et à quelle place, va venir structurer l'équilibre interne de l'enfant, l'équilibre émotionnel, l'équilibre affectif. Ça va lui permettre vraiment de régler beaucoup de dysfonctionnements qu'il peut avoir, notamment avec les émotions. La généalogie en tant que telle va vraiment se servir de ce support-là. Et il n'est pas, tu vois, pareil, vers les 4, 5, 6 ans, dessiner un arbre, donc ça s'appelle un arbre ramure, c'est pas un arbre racine. Les arbres racines, c'est l'enfant qui est en haut et les adultes en bas et qui prend racine. La structure, on va dire, la plus générale dans l'inconscient collectif, ça va être le tronc et la couronne de l'arbre. Et ça, dès 4-5 ans, il dessine un arbre et en fait, tu le mets dans le tronc, donc toi, tu es individu, dans un tout, et qui est-ce que tu veux mettre dans la couronne? Et au départ, ça peut être très bien de manière très dispersée, comme il l'entend. On met papy, mamie, papa, maman, on met le chien, le poisson rouge, on met la tante et l'oncle parce qu'ils sont plus ici, le parrain, la marraine. On met qui il veut dans la couronne. En fait, dès le début, c'est juste une structure visuelle de quelque chose qui va le mettre dans un socle stable, tangible. Et c'est là que ça va être important. Et au fur et à mesure qu'il va grandir, selon ses capacités, selon ses compétences, selon ses appétences aussi, tu peux structurer les choses de manière plus générale, générique, et tu peux retracer l'historique, la géographie, la musique, l'art, le français. Et tu sais, quand tu commences à faire ça, tu peux tomber sur, malheureusement, une histoire de famille un peu compliquée. Oui.
Toi, par exemple, je sais pas, je parle plus à telle personne, je ne sais pas. En gros, je veux pas t'en parler ou quelque chose comme ça. Il y a des parents comme ça qui peuvent répondre ça Tout et à parce fait. que voilà. Donc l'enfant, il se retrouve en train de faire son arbre, il veut placer tout le monde et puis là, boum, what. Alors, c'est pour ça qu'au départ, il faut être en accord avec ce qu'on a envie de le dire. Et d'une, il faut partir du volontariat de l'enfant et de deux, de ce que, je vais dire, de l'accord du parent. Par contre, il n'est pas obligé de nommer tout le monde. Alors, de donner les noms à tout le monde, mais par contre, de nommer la fonction, oui. Et on peut très bien dire, tout ce côté-là, je leur parle plus, et le verbaliser, et dire, OK, il y a grand-mère, il y a grand-père, je ne sais pas comment il s'appelle, et je ne veux pas aller savoir parce que je ne m'en rappelle plus, et j'ai pas envie de demander. Mais on met une fonction et un rôle et une place à la personne. Faut le faire avec ce qui nous semble juste pour soi. Rien n'est obligé, rien n'est obligatoire. Et encore plus, si on s'oblige, l'enfant va ressentir ce non-dit, va ressentir le malaise, va ressentir cette Et alors, difficulté. justement, ça m'amène une question par rapport aux enfants qui ont été adoptés, qui Oui. ont plus leur papa ou plus leur maman. Est-ce que tu invites ces parents-là à les initier à ce type d'approche ou au contraire à éviter? Non. Tu vois, parce qu'ils peuvent hésiter en se disant non, je veux absolument pas qu'ils connaissent l'histoire de leur venue au monde ou leur histoire personnelle. Moi, j'aurais tendance à te dire en tant que thérapeute 1000 fois oui. Au contraire, c'est certainement la meilleure manière, la plus douce d'amener justement à un gros secret familial comme celui-là, un non-dit entre guillemets négatif. Mais toi, quel est ton point de vue? C'est vraiment ça, c'est une manière douce d'amener quelque chose. En fait, le support va servir de vecteur, de médium, va servir de filtre entre comment je vais l'amener. C'est un peu comme quand on a du mal à parler d'une grosse notion, une thématique de mort avec un enfant et qu'on va s'appuyer sur un dessin animé comme Le Roi Lion Oui. où le père il se fait tuer. Et là, du coup, tu vas pouvoir aborder ce côté-là en regardant avec ton enfant un dessin animé où ça va parler. Tu vas avoir une première approche, une première main tendue. Encore une fois, du silence dans les branches, comme j'appelle ça, il y en a sur beaucoup de familles et ça leur appartient. Les personnes qui vont donc adopter et qui ne veulent pas que l'enfant sache que ce n'est pas les vrais parents, ça leur appartient. Euh, il faut savoir que l'origine, que l'enfant va essayer de chercher ses origines, ou en tout cas va se questionner sur ses origines autour de 6, 7, 8 ans à peu près, quand ils vont être dans les apprentissages de la lecture, l'écriture, les mathématiques, l'histoire. Ils vont commencer en fait à construire leur cerveau gauche et à être en élaboration comme ça de comment je suis venue sur Terre. Je trouve ça très, très, très intéressant de le faire aussi. Tu disais à partir de 1 an et demi, on sait que vers 3, 4 ans aussi, c'est intéressant puisque c'est la conception de la mort qui se fait. Et malheureusement, la vie fait que souvent, entre 0 et 7 ans, ils peuvent perdre un grand-parent, une grand-mère, un grand-père. Cet exercice-là, je pense que c'est la meilleure manière aussi de parler d'un sujet qui peut être douloureux pour le parent et en même temps très enveloppant et de l'ordre du souvenir positif pour l'enfant. Donc, je trouve que tu parlais du silence dans les branches. Je trouve ça magnifique comme phrase. Tu vois, du silence dans les branches, c'est très beau. Ça peut même être utilisé par le parent comme phrase. Même, on va parler du silence dans les branches, en gros, de ce que j'ai du mal à dire, mais qui est peut-être ta branche à toi aussi. Donc, Tout à fait. Et tu vois, même, je vais faire une prolongation. Les personnes qui ont eu recours à la PMA, par exemple, pour avoir un enfant, moi, je les invite vraiment à ces parents-là à leur expliquer que ils ont tellement voulu qu'ils arrivent, qu'ils ont tout essayé parce qu'ils l'ont pensé et rêvé de cette manière-là. Ça reste les parents, mais qu'il y a quelqu'un, aussi bien don d'ovocytes que don de spermatozoïdes, qui ont fait cette grandeur d'âme de donner parce qu'ils ont jugé que ils pouvaient peut-être donner à ce moment-là pour leur permettre d'arriver à leurs rêves. Et généralement, quand c'est comme ça, on le symbolise de manière matérielle par un gros pot, donc comme un pot, un arbre, un pot dans lequel on met un arbre, où à côté, dans le terreau, il y a la première structure génétique, mais que tout l'arbre prend naissance en fait avec le tronc de l'enfant et les parents. Et que cette pousse arrive d'ailleurs, mais dans cet ailleurs, il y a quand même quelque chose de générique et de génétique qui fait que il va être, comment dire,
imbibés de tout plein de belles choses parce que ça reste des parents qui ont choisi une bonne solution, une bonne solution pour lui. Effectivement. Une bonne solution. Que ça soit quelqu'un qui a été adopté, on donne une bonne solution, c'est qu'on n'est pas capable d'eux, ou qu'on se sent pas capable d'eux. Voilà. Tout à fait. Et c'est quelque chose de bon chez le parent. C'est pas quelque chose de négatif. Et ma mère a été abandonnée chez sa nourrice par sa mère biologique, donc je peux en parler très librement, parce que dans mon arbre, il y a du silence dans les branches d'ailleurs. Et ce besoin de racines, je l'ai eu, et c'est pour ça aussi que en 2008, je me suis tournée vers ce support de généalogie-là pour venir structurer tout ça. Oui. Tu vois? Et cette phrase-là, je pense que ça sera la phrase en tout cas de ce live, le silence dans les branches. Parlez du silence dans vos branches. Ouais. Je crois que c'est important de pas laisser ce silence justement juste dans l'air, et au contraire de le mettre dans les branches pour que les enfants aussi se raccrochent. Et c'est tout l'intérêt de ton nouveau programme aussi que tu sors, qui est pour justement initier les enfants à ça. Alors pas forcément qu'au silence dans les branches, mais aussi juste à leurs branches. Et pour mieux appréhender aussi leur vie, en fait, leur histoire de vie, leur famille, qui ils sont et qui ils deviendront par rapport à ce qu'ils ont reçu aussi de ces branches-là. Je pense que c'est ça un peu ton objectif. Poser leur empreinte, poser leur identité, faire comprendre qu'ils sont uniques. C'est ce que je dis souvent, uniques dans un tout, en fait. Oui, il y a des choses qui ne leur appartiennent pas. Les répétitions de schémas familiaux, comme le début de notre live, oui, il y a des choses qui vont être transmises, mais il y a des choses aussi qui viennent d'eux. Et venir poser, en fait, poser ce regard-là va permettre, en fait, de classer les choses et de dire ça, merci, je te le laisse, ça, merci, je prends, et venir vraiment poser l'empreinte identitaire pour qu'ils grandissent de manière plus épanouie, plus pleinement, je vais dire, pas mieux, ça serait un jugement de valeur, mais plus pleinement en tout cas, qu'ils soient eux dans toute leur splendeur, et avec ce qu'ils ont récolté, et avec le reste. Et tu vois, quand tu reprends la phrase « le silence dans les branches », le silence amène des non-dits qui amènent des répétitions, parce qu'encore une fois, quand il y a silence, il y a quelque chose qui est tu. Dans le mot, et ça c'est mon côté psychanalyste, ce côté tu va tuer, dans le sens où on va venir rechercher la vérité, on va venir rechercher quelque chose que l'on ressent mais que l'on n'a pas compris. On l'a là, mais on n'arrive pas à le distinguer, personne ne nous l'a dit. Et ça va accentuer et favoriser les schémas répétitifs, puisque du coup, on vient chercher à savoir qu'est-ce qu'on va nettoyer, mais on ne sait pas ce qu'on va nettoyer. Oui. Tu vois? Oui. Alors, si là, il nous reste une dizaine de minutes, j'aimerais bien voir si on a eu des questions, ou si vous en avez, n'hésitez pas à nous les poser. Parce que à chaque fois, je dis, quand je pars. Non, au contraire, c'est très intéressant, et j'aimerais bien que du coup, ils puissent profiter en tout cas de tes qualités et de ce que tu as à apporter. Merci. Mais, hop. Alors. Je remonte là. Après, tu vois, je me dis aussi, tout peut être dit, oui, attention à qui votre enfant, vous le connaissez mieux que nous. Et surtout, à quel moment. On ne va pas parler d'un viol à une petite fille de 5 ans en disant, moi, tu sais, je me suis fait violer par mon grand-père à sa fille de 5 ans. On va attendre, en fait, des moments propices. Mais par contre, on peut verbaliser le fait que il y a quelque chose de trop lourd. Absolument. Moi, j'aurais même tendance à dire qu'il faut absolument... Depuis tout à l'heure, quand tu parles, j'ai deux cas qui me sont venus en tête. Une petite fille que j'ai suivie et qui malheureusement a eu sa cousine qui est décédée, et qui est décédée d'une maladie, d'un cancer, et qui l'a d'abord attaquée au niveau des yeux. Et donc, elle avait à chaque fois peur d'attraper plein de maladies. Et en fait, il s'est avéré qu'elle n'avait pas pu assister à l'enterrement. Tu sais, on lui avait un peu tué tout ça parce qu'elle était très jeune. Et on avait mis du temps même à lui annoncer le décès de sa cousine, alors qu'elle avait exactement le même âge. Exactement le même âge. Donc, il a fallu qu'on travaille ça. Et la maman, en fait, pendant l'anamnèse, donc la première consultation, on pose le cadre, elle m'avait absolument pas parlé de ça. Donc,
Tu vois, il Comme manquait un quoi, c'était élément. vraiment sous cloche. Bien sûr, il a fallu, je ne sais plus, peut-être 5 séances avant que je me pose la question en me disant, mais il y a quelque chose qui me manque. Je le sentais qu'il me manquait quelque chose. Et je te dis, du coup, effectivement, quand tu dis, il faut quand même l'évoquer. Il ne faut pas l'évoquer effectivement de manière frontale, voilà, j'ai été violée, etc. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un phénomène qui s'appelle quand même la frôlance, hein, le fait qu'on frôle aussi avec ce que l'on a vécu, notre vécu, nos enfants, en permanence, hein, dans nos attitudes. Tu parlais justement du viol ou des abus sexuels. Dans les attitudes non verbales, toutes les personnes qui ont été abusées ou violées ont des attitudes non verbales avec leurs enfants, même avec un travail thérapeutique important. Oui. Ils gardent toujours des attitudes non verbales. En Donc, on frôle nos psychologie, enfants. on appelle ça les fantômes. Exactement. Oui. Il est nécessaire d'en parler, alors avec des mots adaptés, peut-être même avec une tierce personne, avec un accompagnement thérapeutique adapté au départ, si on a vraiment du mal. Mais effectivement, je pense que c'est silence dans ces branches-là, même dans les plus atroces branches qu'on a vécues, il est nécessaire d'en parler aux enfants, et ça, finalement, presque tôt. Hein. Presque tôt. Tu sais, on peut très bien en parler de manière détournée, et pour ça, les contes sont très forts. Oui. Jacques Salomé, avec Conte à guérir, conte à grandir, Oui. utilise beaucoup les notions symboliques, justement, à travers les animaux, à travers… ce genre de choses aussi, ça peut être aussi des choses qui sont douces, que l'enfant comprend très bien. La position des fleurs, la clochette qui a la tête baissée, la clochette qui a la tête… Tout ça, en fait, c'est des assimilations que les enfants font très facilement, comprennent aussi l'état émotionnel. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils vont apprendre aussi à mieux gérer leurs émotions, donc à mieux gérer aussi la charge émotionnelle que vous allez leur transmettre dans les événements futurs que vous allez avoir à vivre en famille. Donc ça, c'est important aussi. Donc il faut vraiment… Les contes ont cette fonction première. Oui. Le grand méchant loup et le chaperon rouge, de base, c'est très symbolique, mais tout est là, quoi, en fait. Bien sûr. D'ailleurs, il y a beaucoup de parents qui ont peur de ces histoires-là, de les présenter aux enfants. Oui, mais en fait, ça permet à l'enfant d'appréhender ses peurs. Elles ont une utilité, bien sûr. C'est parce que nous, on le regarde avec un prisme de vision d'adulte et on se dit oh, je vais pas raconter ça à mon enfant, alors que ça aide à structurer son élaboration psychique. Et il faut vraiment être là-dedans. Bien sûr. Et la réassurance du parent aussi a son rôle aussi à la fin de l'histoire, quand l'enfant est apeuré, etc. Donc, s'il n'est pas confronté à la peur ou au doute, au questionnement, tu disais justement, il fait pas partie d'un tout, d'un ensemble où il se sent aussi enveloppé, hein, quelque part. Tout à fait. Il manque cette enveloppe, en fait. Hein. C'est exactement ça. C'est se sentir vraiment dans un milieu affectif sécurisé et sécuritaire pour que l'enfant puisse s'épanouir au mieux, je vais dire. Ouais. Complètement. Du coup, je pense qu'on a abordé un petit peu toutes les questions. J'aimerais te laisser le mot de la fin, un petit peu, Caroline, dire un petit peu quelque chose en lien avec ta matière, avec ce que tu es et ce que tu pourrais transmettre aux personnes, en tout cas, qui écouteront ce live-là. Donc, je te laisse un petit peu le mot de la fin. Alors, ce que je tenais à ajouter, et je pense que c'est important que les parents l'entendent, c'est que quoi que vous ayez fait, vous l'avez fait dans une bienveillance et une bonne volonté avec un bon sens derrière. Donc, si vous entendez ce live et vous dites « mes enfants, ils ont 20 ans et ça y est, c'est trop tard », non, ou j'ai pas fait ce qu'il a fallu. Non, vous avez toujours agi. Chaque parent agit avec un bon sens. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il y a une pathologie derrière et un trouble perverse. Et voilà, encore une fois, comme quand on présente les aspects psychosoma, on se dit hors médical. Là, c'est pareil. Hors trouble. D'accord, hors trouble psychotique et psychiatrique. Un parent normé va être dans le bon sens de ce qu'il a envie de donner et dans sa manière de penser et dans sa manière d'agir, il fera toujours pour le bon de l'enfant. Donc, ne partez pas avec cette peur de j'ai mal fait ou j'aurais dû faire ou oh là là, il va falloir que je lui reparle ce soir. Non, il y a vraiment quelque chose, comme je disais pendant le live, de l'ordre du cheminement, de l'ordre de que ça soit en accord avec vous, que ça soit juste pour vous, que ça soit dans la demande ou le volontariat de l'enfant, dans le sens où si l'enfant se questionne sur quelque chose, soyez prêts. On parlait qu'il faut que l'enfant appréhende, mais vous aussi, en fait, appréhendez ce moment-là. Oui, on a souvent parce que les questions, il y les en aura parents qui toujours.
Oui, on a souvent les parents qui amènent les enfants en consultation et qui nous disent en gros, aidez mon enfant, il va pas bien du tout. Et quand tu vas leur demander comment ils vont te dire, moi je vais très bien, mais aidez-le parce que lui ne va pas bien. Mais en réalité, très souvent, la racine aussi de l'enfant ne va pas bien, c'est un effet miroir du parent qui va aussi pas bien. Sur un événement difficile à vivre en famille, souvent c'est le cas, c'est souvent les deux qui vont Exactement, que le travailler. parent, il se dit, moi je l'ai géré, maintenant c'est à lui, mais je sais pas faire. Et on nous donne comme ça une patate chaude, quoi. Oui, voire même une grenade en fait. Oui, C'est un un peu ça. effet bombe. Un peu. Donc, c'est vraiment ça, c'est que faites-vous confiance aussi et puis faites-le en fonction de votre temps et de votre capacité et de vos capacités, vos possibilités d'amener votre enfant là-dessus, en tout cas. Euh, il y a déjà ce socle, il y a ce support, il y a cette existence. Maintenant, à vous d'élaborer quelque chose qui est en accord avec votre famille et avec vous-même. Et votre histoire devient son histoire et le silence dans les branches, c'est aussi ses branches. Et je crois que c'est ça un peu le mot de la fin Tout à fait. de ce que tu disais. Et vraiment, je vous invite grandement, merci Caroline, en tout cas pour ce live, mais je vous invite grandement à découvrir le compte de Caroline, donc Thérapie. De toute façon, je l'ai suffisamment mis et je vais encore le remettre pour qu'ils puissent aller découvrir Merci. parce que ton approche est d'une grande qualité et vraiment, en plus, tu y mets beaucoup d'humain. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et vraiment, c'est une matière qui donne à être reconnue et connue. Et donc, je vous invite à la découvrir parce que notre histoire, on la transmet, on la retransmet et c'est important qu'elle s'imprime correctement, je pense. Voilà. Merci beaucoup Nadia Merci à toi, pour Caroline. l'invitation. Merci à toi. Je vous souhaite à tous en tout cas une belle soirée et je mets en replay bien sûr le live. À bientôt, Caroline. Au revoir, merci Nadia. Merci à tout le monde.